C'est sous une grisaille, fumant la froideur dans les rues de Paris. On me fait entendre qu'il fait 1 degré dehors. C'est dans ce froid qui nous empêche de voir la nuit tomber. D'habitude, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, parfois jusqu'à 23h, le soleil est en notre compagnie. Aujourd'hui, à Paris, après 16h, c'est la nuit qui tombe. Grâce à vous et pour vous, pour nous tous, nous avons enjambé les bitumes rénovés de Paris avec cette froideur pour venir tout doucement au studio du businessactuality.com, média international servi pour la cause de l'Afrique, que nous voulons désormais que quiconque doit parler d'elle, il faut qu'elle sache que si elle parle bien d'elle, on va l'applaudir. Parler mal d'elle, nous allons riposter. Nous voudrons saluer tous les dirigeants qui, peu importe, qu'ils soient à la tête des États, des sociétés, aux pères de famille, aux mères de famille, aux enfants. C'est vous qui faites notre force. Le slogan de businessactuality.com, c'est la chaîne qui fédère les nouvelles énergies pour une Afrique qui gagne. Afrique qui gagne. Il faudrait que nous en fassions notre cheval de bataille à tous les niveaux. Il faut que nous nous battions pour que cette Afrique qui boue, cette jeunesse africaine qui boue, qui veut que les choses évoluent, il faudrait que leurs aînés les comprennent, les fassent asseoir, discuter et éventuellement discuter de tous les accords sclérosés, accords bilatéraux entre la France et les colonies qui sont vétustes, parce que le temps avançant, nos chefs d'État africains n'ont pas eu le courage de provoquer un sommet France-Afrique pour poser ces accords de coopération qui handicapent l'évolution de l'Afrique. Aujourd'hui, la jeunesse et certains pays africains veulent que les choses changent. Pour que ces choses changent, il faut qu'on ait le courage d'en parler. La présence des militaires français en Afrique, le terrorisme imposé en Afrique, les matières premières dont on nous fait croire que oui, ce sont ces matières premières-là, c'est pour celles-là que les Africains meurent matin, midi, soir. Il faut que ces matières premières-là soient une préoccupation de promotion, de valorisation de nos chefs d'État pour que nos parents paysans qui n'ont que ça, je dis bien, qui n'ont que ça, imaginez-vous, pour ceux qui sont payés mensuellement, s'ils n'arrivent pas à s'en sortir, nos parents, souvent, mariés à 1, 2, 3, 4 femmes, peu importe, avec beaucoup d'enfants, cela c'est dans l'année une seule récolte. Le café, le cacao. Maintenant c'est venu ajouter les VA, qui ne s'achètent pas non plus. Donc ils ont une seule récolte dans l'année qui leur donne les moyens de subsistance. Si ces matières premières, café, cacao, consorts ne sont pas achetées, imaginez-vous le désastre que ça va causer en Afrique. C'est une obligation. Dans ces accords-là, c'est une obligation. Parce que ce sont ces pays développés qui ont imposé ces matières premières agricoles, café, cacao, parce qu'ils en avaient besoin pour leur subsistance, pour leur vie. Le petit blanc qui mange le chocolat.
Connaît-il le cacaoyer pour dire qu'il va connaître la cabosse? Je ne pense pas. Tous les blancs qui, juste après un repas, ou tous les matins prennent le café, est-ce qu'ils savent combien de fourmis sont sur ces caféiers-là? Et que pour cueillir les cerises mûres, nos parents se battent non seulement contre les fourmis, les reptiles, ils ne connaissent pas tout ça. Ils nous ont inculqué ça à nos parents. Je suis enfant de paysan, je ne suis pas enfant de fonctionnaire. Ils nous ont imposé et nos parents y ont tellement adhéré qu'ils n'ont que le café et le cacao. Alors si aujourd'hui ils se disent oui, nous allons mettre d'autres matières premières ou d'autres matières, d'autres parfums dans ces produits-là, pour que petit à petit on n'achète plus le café et le cacao, c'est vous qui êtes venus nous dire de planter. Il y a 50 ans, 60 ans que nos parents sont dedans. Vous allez maintenant dire que vous ne payez plus? Qu'est-ce que vous allez encore nous imposer pour qu'on puisse faire l'échange? Revoyez votre politique de commercialisation et pensez à nos parents. Aujourd'hui, tout en vous invitant de vous abonner, c'est gratuit, sur businessactuality.com, nous allons aborder la plateforme Côte d'Ivoire, la plateforme du président Henri Konan Bédié, 2. L'ONU et les élections en Côte d'Ivoire, 3. Le Burkina, le terrorisme, les conséquences futures en Côte d'Ivoire. Pourquoi Soro doit forcément rentrer dans son pays? Et puis enfin, nous allons essayer de rendre pour une fois, je vais vous demander d'accepter de quitter notre culture et j'ai un message pour tous ceux qui ont une femme chez eux à la maison. La plateforme du président Henri Konan Bédié. Cette plateforme vient d'avoir son nom. Que tous ceux qui se réclament du PDCI adhèrent à sa plateforme-là. Le 29 janvier, quand le président Bédié s'est rendu à Bruxelles et que nous avons applaudi, tout le monde a cru que le président Gbagbo Laurent allait sortir. Moi y compris. Oubliant parfois que l'éloignement du président Gbagbo n'est pas du fait du pouvoir de Ouattara, mais c'est du fait du système. Le président Gbagbo constitue un volcan. Il est victime de son succès. Le laisser aller en Côte d'Ivoire, le système a peur. Parce que pour des raisons que tout le monde sait, nous allons bientôt partir aux élections. Si Gbagbo, le président Gbagbo est candidat, qu'est-ce que ça va donner? Sa présence en terre ivoirienne, quelles seront les conséquences positives ou négatives? Ils ont préféré l'éloigner jusqu'à ce que les élections finissent pour voir si on peut le libérer. Le président Gbagbo Laurent n'est pas là-bas parce qu'il a tué. Le président Gbagbo est là-bas parce que c'est un leader charismatique qui a vu les choses telles que la jeunesse africaine voit aujourd'hui. Pour mettre la main là où ça fait mal, sur ces accords sclérosés, vétustes, qui empêchent le développement de beaucoup de pays africains. Comme un grand pays comme la Côte d'Ivoire, comme un grand pays comme le Cameroun, comme un grand pays comme le Burkina, le Mali, la Guinée, j'en passe. Vous arrivez dans ces pays, il n'y a aucune usine de transformation de nos matières premières. Si ce n'est pas des enseignes commerciales qu'on nous impose pour qu'on consomme, mais un pays qui consomme n'est pas un pays développé. Un pays développé, c'est un pays qui a beaucoup d'industries sur son sol et qui transforme lui-même tout ce qu'il produit, soit en produit fini ou en produit semi-fini. Et cela crée des emplois
vous arrivez dans ces pays francophones, le taux de chômage pour la Côte d'Ivoire, sans exagérer, c'est pas moins de 40-50%. La jeunesse, imaginez-vous. Des jeunes diplômés, les diplômes là, c'est comme ça. Bac plus 3, 4, 5, 6. Ceux-là, ils n'ont pas de perspective, ils n'ont pas d'emploi. C'est des proies faciles. On peut les utiliser à tout moment. Certains n'ayant pas les parents qui puissent leur donner les moyens pour quitter le pays, ils s'adonnent à tout ce que nous voyons en Côte d'Ivoire. Des cabines, ils n'ont pas de vie, ils se promènent. Ils n'attendent que la période électorale pour s'acharner, pour rentrer dans les QG. On leur donne des t-shirts. Ils voyagent, ils sont contents de voyager parce qu'au moins, ils se sentent utiles d'aller faire la campagne de X ou Y. Ils vont quitter un peu le salon de leurs parents qui les occupent depuis plus de 40 ans. Vous arrivez dans les pays anglophones, ça n'existe pas. C'est pour ça que je voudrais attirer l'attention de la France, qui a ces colonies qu'elle ne veut pas laisser. Le temps change. Que la France fasse un effort, qu'au lieu d'imposer aux Africains ce que eux, les Africains, doivent faire, c'est des pays immensement riches. Bananes, EVA, cacao, café dont je parlais, ça dit tout pousse en Afrique. Qu'ils aident ces pays-là à avoir des industries de transformation. La France se plaint d'un taux d'immigration trop élevé sur son sol. Le problème, il faut le résoudre en amont. Si les jeunes doivent, celui qui finit ses études, il pense que c'est la politique seulement qui peut lui permettre de se faire vénérer chez lui. Des médecins qui abandonnent, ils deviennent députés, ils deviennent maires, président du conseil général. L'Afrique est à l'abandon. Tous ceux qui sont décidés à apporter quelque chose à l'Afrique, dès qu'ils arrivent, le manque de structure matérielle, le manque de structure politique pour apporter un mieux-être à la population n'existe pas. Ceux-là sont souvent obligés de retourner dans ces pays où ils ont eu leur diplôme ou leur formation, où ceux qui restent sont obligés et tout devenus des hommes politiques. C'est en cela que la plateforme du président Bédié, nous avons cru, nous tous, qu'il ferait un tandem avec l'UFPI, EDS, FPI, etc. Au fur et à mesure qu'on avance, le problème ce n'est pas Ouattara. Le problème c'est les Ivoiriens eux-mêmes. Le problème c'est les Africains eux-mêmes. Vous pensez sincèrement que vous tous, peu importe, parce que je ne comprends pas, surtout en Côte d'Ivoire, c'est le seul pays au monde, quand le pays est en danger, on dit non, comme c'est les Baoulés, c'est leur tour, ils n'ont qu'à se débrouiller. Ah, quand c'est les Bétés, ils n'ont qu'à se débrouiller. Il ne peut pas se dire que quand la nation est attaquée, il n'y a plus d'idéologie. Que tu sois de gauche, de droite, peu importe, fusionnez vos forces, vos énergies, pour aller au secours de la nation, pour aller au secours, excusez-moi, j'ai oublié même que la Côte d'Ivoire n'est pas une nation, que c'est une république. Mais si, au moment où on pose une bille ici, l'autre dit je suis de gauche, l'autre dit je suis de droite, l'autre dit je suis du centre, ainsi de suite, vous favorisez l'implantation, les assises, l'enracinement du système qui ne veut pas le développement. Monsieur Henri Konan Bédié, le président Bédié, fait ce qu'il peut. Il y a EDS, il y a tellement de petites plateformes qu'il fasse un effort pour se mettre ensemble, pour parler d'une voix. Face à l'adversité, si on est dispersé, on n'ira nulle part. On ne sera même pas efficace. Cette plateforme, je souhaite sincèrement que tous réfléchissez, mais mettez-vous ensemble en tout cas. Le poste de président de la République, là, ce n'est pas un banc où il y a 10 personnes là-dessus. C'est un fauteuil. Ici en France,
Quand la France est attaquée, il n'y a pas Marine Le Pen, il n'y a pas Jacques Chirac, paix à son âme, il n'y a pas Hollande, tout le monde se met ensemble. Mais ensemble, ils tiennent le même discours. Quand ils ont fini d'extirper le problème, chacun rentre dans son sujet de campagne ou dans son sujet de politique, et puis ils vont faire leur politique. La France est sauvée. Pourquoi ce qui s'est fait chez les autres, on ne peut pas s'en inspirer? Alors, l'ONU et les élections en Côte d'Ivoire. Pourquoi l'ONU fait ça? Pourquoi l'ONU fait ça en Afrique? Depuis que je suis ce que je suis et que je suis tout ce qui se passe dans le monde, pourquoi c'est seulement en Afrique que quand il y a élection, l'ONU vient, l'UIA et observateurs internationaux, et ceux-là, ils ne viennent pas véritablement pour jouer leur rôle. Ils viennent pour apporter leur soutien, soit au pouvoir, moyennant de gros sous. L'ONU, 2010, c'est encore récent. Il y a eu des élections pour proclamer les résultats. Il y a eu mort d'homme. L'ONU était là. Elle n'a rien fait. Ou du moins, elle a laissé faire. Avec une armée de surpoids. Ils ont tué tous les Ivoiriens, pour la plupart. L'ONU aussi, les militaires de l'ONU étaient à Douakoué. C'est eux-mêmes qui ont favorisé la tuerie, le génocide, ouais. On n'a pas encore fini de penser ses plaies. L'ONU revient encore dans ces élections de 2020. Partout où l'ONU se trouve, mon cœur bat. Partout où l'ONU se trouve, quand il s'agit des élections là, mon cœur bat. Parce que quand la France fait son élection, il n'y a pas ONU. Quand l'Asie fait son élection, il n'y a pas ONU. Pourquoi c'est toujours en Afrique que quand il y a élection, l'ONU vient apporter son expertise démoniaque? Pendant ce temps, l'ONU, qu'on appelle Organisation des Nations Unies, à côté de la Côte d'Ivoire, il y a le Burkina qui brûle. À côté du Burkina, il y a le Mali qui brûle. Ça, l'ONU ne voit pas. C'est Côte d'Ivoire, notre petite élection, là. C'est ça qui les préoccupe. Ils vont y foutre le bordel, excusez-moi de l'expression. Et c'est les mêmes qui vont tripatouiller partout. Entre-temps, il n'y a pas un Ivoirien qui n'est pas conscient que la monture de la commission électorale indépendante mise en place aujourd'hui est trop confligène. Je vois des délégations de l'ONU qui rentrent de parti politique en parti politique pour jouer la comédie. Demain, quand on va dire « Oh », ils vont dire « Non, voilà, tel candidat qui est élu ». Les autres disent « Non, ils ont volé notre victoire ». Ils vont encore mettre les enfants dans la rue. Si ça ne tenait qu'à moi, on est suffisamment mature. Ces organisations internationales qui viennent phagocyter le système électoral sous le prétexte qu'ils apportent ou qu'elles apportent une expertise de sécurisation. C'est pour foutre le bordel, excusez-moi de l'expression. Donc l'ONU fait sa comédie. J'invite l'ONU à s'occuper des réels problèmes qui minent le développement de l'Afrique. Depuis combien de temps? Je dis bien, depuis combien de temps? L'Assemblée générale de l'ONU ne siège pas sur ces cas de déstabilisation chronique de ces pays africains. Les Burkinabés ont fait quoi? Parce qu'on a découvert le pétrole? Parce que M. Blaise Compaoré voulait changer la constitution pour prendre un énième mandat, ils n'ont pas voulu, ils l'ont chassé. C'est pour ça que des guialistes, matin, midi, soir, doivent aller tuer des pauvres, les parents pauvres, qui ne savent même pas qui est Blaise Compaoré. Il est président, ils en ont entendu parler, ils ne l'ont jamais vu. Aujourd'hui, c'est ceux qui payent le prix. Ça m'amène à aborder le problème du Burkina et du terrorisme. Il ne faudrait pas que les Ivoiriens soient heureux de ce qui se passe au Burkina Faso. C'est vrai qu'on dit que ça n'arrive pas aux autres.
Les rebelles se sont servis du Burkina comme base arrière pour venir attaquer la Côte d'Ivoire et les conséquences, nous les connaissons nous tous. Mais quand on n'a pas fini de traverser la rivière, il ne faut pas se moquer de celui qui se noie. Ce que les gens sont en train de tuer au Burkina Faso, ils vont aller où? Ils ne peuvent pas aller au Niger. Ils ne peuvent pas aller au Mali. Encore là-bas, il y a le feu. Où ils doivent partir, c'est la Côte d'Ivoire. Et parmi eux, il y en a qui sont sincères, qui demandent des abris. Le temps que ça se calme pour retourner. Mais dedans, 90% sont des mêmes terroristes. Si le président Ouattara passe, il va peut-être essayer de les amadouer parce que l'Israël, les renseignements généraux israéliens, à cause de sa femme, maîtrisent un peu ces djihadistes-là. Si M. Ouattara n'est plus là, et qu'il dit, bon, je m'en fous, je donne 48 heures, il n'y aura aucun Ivoirien sur le territoire ivoirien. Parce qu'autour de chaque Ivoirien, il n'y a pas moins de 2 ou 3 étrangers, djihadistes, terroristes. Regardez simplement les orpailleurs clandestins qui sont en train d'abîmer nos forêts. Mais tout ce monde-là, c'est des djihadistes. C'est des terroristes. Ivoiriens. Ivoiriens. Pour une fois, je vous demande pardon, Ivoiriens. Partis politiques. Faites la pression pour que les chefs d'État de la sous-région se retrouvent rapidement pour éteindre le feu qui est en train de consumer tout le Burkina. Sinon, demain, tout ce monde-là viendra s'agglutiner en Côte d'Ivoire. Déjà, ce n'est pas encore arrivé, mais il y a 58% d'étrangers d'après les chiffres de la CIA américaine. C'est-à-dire sur les 25 millions d'habitants, il y a 14 millions d'étrangers. Alors si on ne fait rien et que le pays, le Burkina s'embrase, tout ce monde-là, ils vont venir s'agglutiner, s'ajouter à déjà ceux qui sont là. Les Ivoiriens seront tellement en minorité que c'est les étrangers là qui vont venir dicter la loi. Pensons-y. Pourquoi Soro Guillaume doit rentrer absolument en Côte d'Ivoire? On peut ne pas aimer le lièvre, mais il faut reconnaître ses qualités de bon coureur. Soro Guillaume parcourt les loges maçonniques, les hauts lieux. Il envoie nos compatriotes qui parlent espagnol, anglais, allemand, pour aller dans les grands milieux, pour expliquer les enjeux sociopolitiques majeurs de la Côte d'Ivoire. Il fait ce travail-là. Soro dit, c'est comme un mariage. Tu as beau aimer une femme. Si la femme dit qu'elle ne veut plus de toi, qu'elle s'en va, ça peut faire mal. Mais tu n'es pas le seul à être marié et à divorcer. Soro veut rentrer, tantôt on dit non, il veut rentrer, on dit s'il arrive, on va le mettre aux arrêts. Mais M. Ouattara, tous les 40% qui ont voté le président Gbagbo sont mécontents. Soro Guillaume, quoi qu'il advienne, il est aimé au nord, il est même aimé au sud. Si vous mettez le grappin sur Soro Guillaume et que le nord vient s'ajouter aux gens du Grand Ouest et encore les Akans, dont beaucoup se réclament socialistes, mécontents jusque-là, si ceux-là se mettent ensemble, je ne pense pas que M. Ouattara ou bien le RHDP, vous pouvez tenir la route. Laissez Soro. Dans tous les cas, comme vous le dites vous-même, vous avez bouclé tout. Laissez Soro, il n'a qu'à rentrer. Il va s'occuper de ses mouvements politiques, de son GPS, ainsi de suite. Pour une fois, je lance un appel à M. Ouattara. M. Ouattara, peut-être que la main invisible qui est derrière vous est tellement puissante, mais dites à ceux-là que vous voulez être un peu démocrate. Laissez les gens s'exprimer. Laissez Soro rentrer. Avec la sécurité,
avec ce que cela comporte comme commodité sécuritaire. Qu'il aille vaquer à ses occupations, occuper le terrain, dire ce qu'il a envie de dire, comme vous, celui qui a envie de parler, qu'il parle. Mais Soro restant à l'extérieur pour la démocratie dont on se réclame en Côte d'Ivoire, c'est pas bon. Laissez Soro rentrer. Ce serait bien pour vous. Alors, vous savez, nous les Noirs, nous avons des difficultés pour dire à nos femmes qu'elles sont belles. Il y en a qui vivent ensemble depuis 30 ans, 40 ans, 2 ans, 3 jours, 4 jours. On préfère aller dire dehors à sa maîtresse ou à sa petite copine, « Ouh là là, ta robe là te va très bien. Ah, ton parfum là, il sent très bon. » Mais nos femmes à la maison, elles sont quotidiennes, c'est nos béquilles, celles qui supportent tout. J'aurais souhaité qu'on prenne un jour, une journée. Et puis on est là. Tout ce que madame fait, il faudrait qu'on lui dise, non chérie, tu es belle. Ah, ton pain te va très bien. Mais tu sais, ta coiffure là te va très bien. Ah, mais chérie, tu es une belle femme. La femme se sent honorée. Mais pour sortir ça de la bouche des Noirs, je vais prendre l'exemple d'un artiste malheureusement est décédé. Et je crois que c'est Désir Champion qui dit à sa femme dans la chanson, c'est pas parce que je te dis pas que je t'aime que je ne t'aime pas. Mais si tu aimes ta femme, elle à la maison, et que de temps en temps tu ne l'encourages pas, elle se dit, mais à quoi je sers dans cette maison-là? J'ai fait tout, mais mon mari n'ouvre jamais sa bouche pour me dire que je suis belle. Et quand elle sort, et qu'elle rencontre des bougnoules qui les draguent, c'est nous qui sommes curieux de regarder quand le téléphone sonne. On tend la tête comme ça pour regarder c'est qui. Non. Non. On a beau faire le tour du monde, on ne vivra qu'avec une seule femme. La main a beau se promener, elle finira par retomber sur le ventre. Dites un jour, à partir de cette semaine, vendredi, ayons le courage de dire à nos femmes qu'on les aime. Ayons le courage de leur dire que je t'aime comme le premier jour que je t'ai rencontré. Chérie, tu vois ta forme de guitare. J'ai envie de grainer les notes. Et puis tu es là, ta femme, elle passe devant toi. Tu es heureux, elle est heureuse. Parce que pour une fois, son mari lui dit, oh là là, chérie, je t'aime. Tu sais, malgré qu'on ait fait des enfants, ça fait plus de 20 ans. Mais quand je te regarde, j'ai l'impression que je viens de te rencontrer aujourd'hui. Voilà le petit cadeau que je t'offre. Un petit parfum. Apprenons aussi à donner des fleurs d'amour à nos femmes pour les encourager, pour ne pas qu'elles se disent « Donc moi je suis là comme un décor ». Non, nos femmes sont utiles dans notre vie. Ah, si je savais chanter, j'allais entonner une belle chanson d'amour. Homme, jeune homme, papa, cher ami, ta femme te regarde, ta femme m'écoute. Dire à une femme qu'on l'aime n'est pas un signe de faiblesse. Bien au contraire. Ça regardise, ça donne de la vitamine. Ça rebooste la femme, ça la met en confiance. Les enfants que nous faisons là, ils vont grandir, ils vont partir. Nos amis là, quand on a un problème, ils s'en vont. Les seuls qui restent constamment avec nous jusqu'à ce que la mort nous emporte, je touche du bois, c'est nos épouses. Alors, je profite pour dire à la mienne, yo, je t'aime. Toi aussi, dis à ta Clémentine que tu l'aimes. Dis à ton Akissi que tu l'aimes. Dis à ta Monique que tu l'aimes. Dis à Baye Dorothée que tu l'aimes. Dis à Elodie Corinne que tu l'aimes. Dis à Rachel que tu l'aimes. Dis à Nadège que tu l'aimes. Ce n'est pas signe de faiblesse. Femme d'ici, femme d'ailleurs, femme noire. Ta beauté est illimitée, ta beauté est inexorablement étincelante. Je t'aime. Merci. À très bientôt.